L'air de notre appartement terrasse était lourd du parfum des lys et du champagne coûteux. C'était une odeur écœurante de douceur, du genre qui s'accroche au fond de la gorge. De ma place près des baies vitrées, la ville s'étalait en dessous, une tapisserie scintillante d'un million de petites vies, toutes inconscientes du fait que la mienne était sur le point d'être mise en pièces. Ce soir, c'était notre 20e anniversaire de mariage. 20 ans, toute une vie. Auguste, mon mari, se tenait au centre de la pièce, une coupe de champagne brandie en l'air. Il était le portrait du succès, ses cheveux grisonnants parfaitement coiffés, son costume sur mesure criant la richesse et le pouvoir. Il avait le même sourire charmant que le jour où je l'avais rencontré, un sourire qui pouvait extorquer des secrets à une statue. J'ai cru un jour que ce sourire m'était réservé. J'étais une idiote. Nos invités, une collection triée sur le volet de partenaires commerciaux, d'amis de la haute société et de sa famille adulatrice, applaudirent tandis qu'il parlait. À Virginia, dit-il, sa voix suave comme un whisky vieilli, la femme qui a été à mes côtés pendant 2 décennies incroyables. Je souris, un geste exercé et vide que j'avais perfectionné au fil des ans. Je sentis une pointe familière dans ma poitrine, le fantôme d'un amour qui s'était depuis longtemps flétri. Sa mère, Marilyn, était assise dans un fauteuil moelleux près du devant. Ses yeux brillaient d'une étrange lueur triomphante. Elle ressemblait à un prédateur qui venait de coincer sa proie. Sa main parfaitement manucurée tapota l'espace vide à côté d'elle, un ordre silencieux pour la nouvelle protégée d'Auguste, une jeune femme nommée Chloé aux yeux vifs et à l'ambition qui ressemblait à une lame. Le discours d'Auguste continua, tissant le récit de notre belle vie, de notre parcours commun. C'était un chef-d'œuvre de fiction. La vérité était une histoire bien plus laide, faite de silence, de secrets et d'une froideur lente et insidieuse qui s'était installée au plus profond des os de notre mariage. 20 ans, c'est une étape importante, dit-il, ses yeux se posant enfin sur les miens à travers la pièce. Il n'y avait aucune chaleur en eux, seulement une finalité glaciale. C'est un point où un homme doit faire le point, réfléchir à ce qu'il a construit et à ce dont il a besoin pour l'avenir. Une onde de nervosité parcourut la foule. Ce n'était pas le toast habituel. Je sentis mon souffle se couper. Le sourire de Marilyn s'élargit très légèrement. Il posa sa coupe de champagne sur une petite table avec un léger clic. De la poche intérieure de sa veste, il sortit une liasse de documents fraîchement pliés. Une enveloppe. Mon sang se glaça. Il se dirigea vers moi, ses pas mesurés et délibérés, fendant la mer de nos invités stupéfaits. Il s'arrêta juste devant moi, les lumières de la ville derrière lui créant un halo cruel. Alors, pour notre 20e anniversaire, Virginia, annonça-t-il, sa voix assez forte pour que tout le monde entende, j'ai un cadeau spécial pour toi. Il tendit l'enveloppe. Je ne la pris pas. Mes mains semblaient de plomb le long de mon corps. C'est un cadeau de liberté, continua-t-il, un sourire narquois jouant sur ses lèvres, pour nous deux. Il laissa tomber les papiers dans ma main inerte. Les mots en haut étaient nets et noirs, requêtant dissolution de mariage. Un halètement collectif emplit la pièce. La musique de fête sonna soudain comme un chant funèbre. 20 ans, c'est bien assez long, déclara Auguste, sa voix dure, dépouillée de tout son charme antérieur. Il fit un vague geste vers moi, comme pour congédier un vieux meuble. J'ai besoin de quelqu'un de jeune maintenant, quelqu'un avec de la vie, avec de l'ambition. Et toi? Il me toisa de haut en bas, son regard rempli d'un dégoût qui faisait physiquement mal. Tu dois être sorti de la maison d'ici demain. Le silence qui suivit fut absolu. Il était si profond que je pouvais entendre les battements frénétiques et terrifiés de mon propre cœur. Sorti de la maison. Quelle maison? Le foyer que mes parents m'avaient acheté comme cadeau de mariage. L'acte de propriété m'avait été transféré bien avant que j'aie bêtement ajouté son nom des années plus tard dans un acte de confiance mal placé. Il semblait avoir oublié ce détail crucial. Ou peut-être qu'il s'en fichait tout simplement. Je jetai un coup d'œil à Marilyn. Son visage était un masque de satisfaction sereine. Elle avait gagné. Elle m'avait toujours détesté, m'avait toujours vu comme un obstacle au véritable potentiel de son fils. Tout le monde me regardait, leur visage un mélange de pitié, d'horreur et de curiosité morbide. Ils attendaient que je m'effondre, que je crie, que je pleure, que je tombe à genoux et que je supplie. Auguste se tenait là, suffisant et triomphant, s'attendant à une scène, s'attendant à des larmes. Mais les larmes ne vinrent pas. En cet instant de trahison absolue, quelque chose de froid et de dur se cristallisa dans ma poitrine.
Les années de souffrance silencieuse, d'être diminué et ignoré, se sont cristallisées en un unique point de clarté terrible et dur comme le diamant. Je levai mon regard des papiers et croisai le sien. Je laissai le silence s'étirer, laissant le poids de sa cruauté flotter dans l'air pour que chacun de ses amis et partenaires en soit témoin. Et puis je fis quelque chose que personne n'attendait. Je souris. Ce n'était pas un sourire triste. Ce n'était pas un sourire brisé. C'était une courbe lente et délibérée de mes lèvres qui n'atteignait pas mes yeux. Mes yeux contenaient une promesse glaciale, une obscurité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Une obscurité que lui et sa mère avaient si soigneusement cultivée. Je fis un seul pas vers lui, ma voix un murmure bas et régulier qui, d'une manière ou d'une autre, porta à travers toute la pièce silencieuse. Tu aurais vraiment dû lire les petits caractères, Auguste, murmurai-je, mon sourire s'élargissant d'une fraction. Pas seulement sur les papiers du divorce, mais surtout. Son expression suffisante vacilla. Une lueur de confusion dans ses yeux. Il ne comprenait pas, mais Marilyn, si. Je le vis à la façon dont la couleur quitta son visage. À la façon dont son sourire suffisant disparut, remplacé par une terreur soudaine et totale. Elle savait. Elle savait de quoi je parlais. Et à ce moment-là, elle comprit que le jeu auquel elle avait joué pendant 20 ans venait de se terminer, et qu'un nouveau, bien plus dangereux, était sur le point de commencer. Avant de continuer, veuillez écrire en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous écoute. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à vous proposer encore plus d'histoires épiques de vengeance de la vie. Bonne écoute. Le dernier invité se faufila dehors comme s'il fuyait un bâtiment en feu, leur murmure traînant derrière eux comme de la fumée. La lourde porte en chêne se referma dans un déclic, nous scellant dans le tombeau que notre maison venait de devenir. L'odeur des lys était maintenant écœurante, funèbre. Des canapés à moitié mangés et des flûtes de champagne abandonnées jonchaient les tables, monument d'une célébration qui avait connu une mort violente. Auguste se tenait près du bar, se servant un scotch corsé. Il ne m'en offrit pas. Je n'étais plus une invitée dans sa vie. J'étais un obstacle à éliminer. Eh bien, dit-il sans me regarder, c'était dramatique. Tu as toujours eu un goût pour le théâtral, Virginia. La condescendance dans sa voix était une piqûre familière. Pendant des années, il avait rejeté mes sentiments, mes passions, mon essence même comme du théâtre. Mon amour pour l'art, mes après-midi tranquilles passés à lire, mes profondes réactions émotionnelles au monde. Tout était banalisé, dépeint comme les passe-temps stupides d'une femme avec trop de temps libre. Je ne mordis pas à l'hameçon. La femme qui se serait dissoute en larmes avait disparu, incinérée dans le feu de son humiliation publique. À sa place se tenait quelqu'un que je reconnaissais à peine, une femme forgée dans la glace et la résolution. Du théâtre, répétai-je, ma voix étrangement calme. Je me dirigeai vers l'îlot de marbre au centre de la cuisine, les papiers du divorce toujours serrés dans ma main. Je les lissais, le bruit du froissement résonnant dans le silence caverneux. J'appellerais ça une exécution publique, Auguste. Et tu étais le bourreau. Il se tourna enfin, le visage masqué par l'irritation. Ne sois pas ridicule. Cela fait des années que ça devait arriver. Nous vivions comme des colocataires. Rien de plus. Je t'ai rendu service en étant direct. Pas de disputes confuses, pas de misère qui s'éternise. Un service ? Le rire qui s'échappa de mes lèvres était une chose sèche et cassante. Tu appelles faire exploser ma vie devant 50 personnes un service ? J'appelle ça de l'efficacité, répliqua-t-il, sa voix s'élevant. Je commence une nouvelle vie avec Chloé. Elle est vibrante. Elle est motivée. Elle comprend mon monde. Et je ne veux pas que tu traînes en arrière-plan, un triste rappel d'un passé révolu. Je veux une rupture nette. Chloé, la jeune stagiaire de son cabinet d'architecte. J'avais vu la façon dont il la regardait lors des dîners d'entreprise, la main paternaliste sur son épaule qui s'attardait une seconde de trop. Je m'étais dit que ce n'était rien. J'avais été une idiote, pas seulement pendant 20 ans, mais chaque jour de ces années. Alors, tu veux que je sois parti d'ici demain, dis-je, mon ton plat, impersonnel. C'est exact, dit-il en avalant une gorgée de son scotch. Les avocats ont tout réglé. Tu obtiendras un règlement généreux, plus qu'équitable. Tu pourras trouver un joli petit appartement quelque part. Recommencer. Il dit cela si nonchalamment,
comme s'il discutait du déplacement d'une plante en pot. Un joli petit appartement. Je regardais autour du vaste appartement terrasse, l'art sélectionné sur les murs, choisi par moi. Les étagères sur mesure ployant sous le poids de la collection de mon père. Le tapis persan tissé à la main que mes parents nous avaient offert pour notre premier anniversaire. Chaque recoin de cet endroit contenait un souvenir, un morceau de mon âme, et il pensait qu'il pouvait simplement m'expulser de ma propre vie. Il y a juste un problème avec ton plan efficace, Auguste, dis-je, en posant mes mains sur le marbre froid. Et quel est-il, ricana Théil. Cet appartement, dis-je en tapotant le comptoir d'un seul doigt. Tu sembles avoir l'impression qu'il est à toi et que tu peux m'en expulser. Il me fixa, une lueur de confusion authentique traversant ses traits. Bien sûr qu'il l'est. Nos noms sont sur l'acte de propriété. C'est un bien conjugal. Oui, acquiesçai-je doucement. J'ai ajouté ton nom il y a environ 10 ans, tu te souviens? Tu avais dit que cela te donnerait l'impression que nous étions de vrais partenaires. Mais l'acte original, celui d'il y a 20 ans, était un cadeau de mariage de mes parents, pour moi. La couleur commença à quitter son visage, un processus lent et satisfaisant. Son arrogance était une forteresse, mais je venais de trouver une fissure dans les fondations. Ça n'a pas d'importance, balbutia Théil, son assurance vacillant. Les tribunaux le diviseront. Peut-être, dis-je, mais ce sera compliqué. Ce sera complexe, et ce ne sera certainement pas fait d'ici demain matin. Tu peux me signifier des papiers de divorce, Auguste, mais tu ne peux pas me signifier un avis d'expulsion. Ceci est ma maison. Il claqua son verre, le scotch débordant. Tu vas te battre avec moi là-dessus? Après tout? Tu vas être mesquine. Mesquine, demandai-je, ma voix tombant à un quasi-murmure. Je me dirigeai vers lui, réduisant la distance jusqu'à ce que je puisse voir les fines lignes de panique autour de ses yeux. Tu as bâti un empire. Auguste Thorne, l'architecte visionnaire qui a remodelé la silhouette de la ville. Mais toi et moi, nous savons tous les deux qui était le vrai visionnaire, n'est-ce pas? Son visage se crispa. La lueur de confusion dans ses yeux se transforma en autre chose. La peur. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-il, la voix tendue. Vraiment? Je souris. Ce même sourire froid d'avant. La tour Thorne, le projet du front de mer, la Plaza Méridien. Tes plus grands succès, tous construits sur une fondation de... Comment ta mère appelait-elle le travail de mon père? Des gribouillis imaginatifs mais irréalisables. C'est drôle comme ces gribouillis sont devenus si réalisables après sa mort. Une veine pulsa sur sa tempe. Ton père était un homme brillant. Je l'ai toujours dit. C'était un mentor. Il était plus qu'un mentor, murmurai-je, les mots comme des éclats de glace. Il était ton plan directeur. Et je pense qu'il est temps que tout le monde voie les dessins originaux. Il était sans voix. Pour la première fois en 20 ans, j'avais rendu Auguste Thorne totalement, complètement sans voix. Il se contenta de me fixer, la bouche légèrement entr'ouverte, les engrenages de son esprit brillant et trompeur s'arrêtant brusquement. Je me tournai et m'éloignai, le laissant là, le fantôme du génie de mon père suspendu entre nous. J'entrai dans notre chambre, ma chambre, et fermai la porte à clé. Mes jambes cédèrent enfin et je glissai le long du bois frais jusqu'au sol, les papiers du divorce se froissant dans mon poing. La froide résolution qui m'avait porté pendant la confrontation se fissura enfin, et une seule larme chaude traça un chemin sur ma joue. Ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme de rage. Le jeu venait de commencer, et je ne jouais plus selon ses règles. La première lueur de l'aube se glissa à travers les stores, projetant de longues ombres squelettiques à travers la chambre. Je n'avais pas dormi. Le sommeil semblait être un luxe que je ne pouvais plus me permettre, une capitulation. À la place, j'avais passé la nuit dans le placard silencieux et caverneux, entouré par les fantômes de ma vie avec Auguste. Ses costumes, sentant faiblement son eau de Cologne et la tromperie, pendaient à côté de mes robes, chacune étant le souvenir d'une fête, d'un dîner, d'un mensonge. Au lever du soleil, un plan commençait à se former, net et dangereux, dans mon esprit. Il ne suffisait pas de le démasquer pour avoir volé le travail de mon père. Ce n'était que la surface, la partie de l'iceberg visible au-dessus de l'eau. La véritable trahison, je le soupçonnais, se trouvait bien plus profondément, dans les profondeurs sombres et froides où se cachaient les vrais monstres. Mon père, Julian Croft,
avait été un architecte d'un génie tranquille. Il ne courait pas après la gloire ou la fortune. Il courait après les idées, esquissant des structures fantastiques défiant la gravité sur des serviettes en papier et des bloc-notes. Il voyait les bâtiments comme des choses vivantes, des expressions de l'esprit humain. Auguste avait été son apprenti vedette, un jeune homme plein de charme et d'ambition, mais avec peu de véritable vision. Il avait suivi mon père pendant des années, absorbant tout. Puis il y eut l'accident, un effondrement d'échafaudage sur un chantier de construction pour un petit bâtiment expérimental que mon père supervisait. Il fut classé comme un tragique accident fortuit, un dysfonctionnement du harnais de sécurité. Auguste était là ce jour-là. C'est lui qui avait sorti le corps brisé de mon père des décombres, jouant le rôle du protégé affligé et dévasté. Il hérita du petit cabinet de mon père et, en quelques années, en utilisant un portefeuille de nouveaux dessins, le transforma en le mastodonte corporatif qu'il est aujourd'hui. J'avais été trop perdu dans mon propre chagrin à l'époque pour remettre en question les détails. J'avais 22 ans. Mon monde s'était effondré, et Auguste était là pour ramasser les morceaux, pour me tenir, pour me réconforter, pour m'épouser. Maintenant, 20 ans plus tard, sa cruauté m'avait offert un cadeau terrible, la clarté. Je sortis de la chambre. Auguste était parti. Une seule valise manquait de son côté du placard. Il s'était enfui vers sa nouvelle vie, me laissant emballer l'ancienne. Il avait laissé un mot sur l'îlot de la cuisine. Virginia, mes avocats prendront contact. Ne rends pas les choses compliquées. Je ris, un son sans humour qui résonna dans l'appartement vide. Oh, Auguste, murmurai-je à la pièce silencieuse, tu n'as aucune idée de ce qui est compliqué. Ma cible était l'ancien bureau de mon père. Quand nous avions emménagé dans l'appartement terrasse après sa mort, j'avais insisté pour le recréer à l'identique. Auguste avait qualifié cela de morbide, mais je ne pouvais pas supporter de laisser cette partie de lui s'en aller. C'était une pièce où il entrait rarement. Il disait qu'elle était trop pleine de fantômes. Maintenant, je savais qu'il avait juste peur des preuves. La pièce sentait le vieux papier, le cuir et la térébenthine. C'était une odeur qui provoquait une vague de nostalgie aiguë et douloureuse. Je passai ma main sur la surface marquée de sa table à dessin. Ces dessins étaient tous méticuleusement classés dans de hautes armoires métalliques. Auguste les avait archivés pour moi des années auparavant. J'ouvris un tiroir étiqueté, conceptuel, inachevé. Il était rempli de dizaines de portfolios. Je passais des heures, mes mains se couvrant de poussière, mon cœur une pierre lourde dans ma poitrine. Et puis je le trouvai. Un épais portfolio relié en cuir, rangé tout au fond, mal étiqueté, proposition de parc et démolition de la ville. Mon souffle se bloqua. À l'intérieur, il n'y avait pas de plan de parc. C'était la genèse de chaque projet majeur qu'Auguste avait jamais construit. Là, il y avait la flèche élancée et torsadée de la tour Thorne, esquissée de la main familière et élégante de mon père, avec des notes en marge sur la résistance au vent et la dynamique de charge. Il y avait les schémas initiaux du projet du front de mer, un design révolutionnaire utilisant des matériaux de récupération, une idée qu'Auguste avait revendiquée comme sa propre innovation écologique. Page après page, une histoire écrite par un fantôme de toute la carrière d'Auguste. Mais c'est la dernière page qui fit se vider le sang de mon visage. C'était une esquisse préliminaire pour le bâtiment même où mon père était mort. C'était un design petit et complexe, et en bas, de l'écriture de mon père, il y avait une note glaçante datée de la veille de sa mort, Auguste préoccupé par l'intégrité des entretoises de support sur l'échafaudage ouest. Dit que c'est une perte de temps et d'argent de revérifier les soudures. Je lui ai dit que la sécurité n'est jamais un gaspillage. Il semblait en colère. Je l'inspecterai moi-même à la première heure demain matin. Je laissai tomber le portfolio. Les pages se dispersèrent sur le sol. Une terreur froide et rampante, visqueuse et huileuse, m'envahit. Ce n'était pas un accident fortuit. C'était un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement dont Auguste avait été averti, un dysfonctionnement qu'il avait ignoré, un dysfonctionnement qui s'était produit sur l'échafaudage même que mon père était allé inspecter personnellement parce que son ambitieux protégé avait pris des raccourcis. Était-ce juste de la négligence, ou était-ce quelque chose de plus? Auguste, voyant son opportunité, sachant que mon père montait là-haut, avait-il simplement laissé faire? Avait-il regardé l'homme qu'il avait formé, l'homme dont il était sur le point de voler le génie, tomber vers sa mort? La pensée était si monstrueuse, si absolument diabolique que je sentis une vague de nausée. Il ne s'agissait plus seulement d'une carrière volée. Il s'agissait d'une vie volée,
la vie de mon père. Mes yeux tombèrent sur une petite boîte en bois verrouillée sur le bureau de mon père, une que je n'avais pas ouverte depuis des années. Elle contenait ses effets personnels, des choses que la police nous avait rendues après l'accident, ses clés, son portefeuille et un petit carnet de poche. Je n'avais jamais pu me résoudre à le lire. C'était trop douloureux. Mes mains tremblèrent en trouvant la clé et en ouvrant la boîte. Le carnet était usé, la couverture douce à force d'usage. Je l'ouvris. Il était rempli de ses observations habituelles, de notes sur les matériaux, de croquis, de pensées sur la lumière et l'ombre. Mais glissé dans une petite poche à l'arrière de la couverture se trouvait un morceau de papier jauni et plié. C'était une copie carbone d'une facture de matériaux, un bon de commande pour les entretoises de support en acier de l'échafaudage ouest. Il était signé et approuvé, non pas par mon père, mais par Auguste. Et à côté de la description de l'article, il y avait une note manuscrite du fournisseur, conformément aux instructions de Hawthorne, fournie de l'acier de grade B, non structurel, au lieu du grade à spécifier. Économie de coûts significative. Veuillez confirmer cet écart par rapport aux spécifications originales. Il n'y avait aucune confirmation. Mon père ne l'avait jamais vu. Auguste l'avait contourné, avait commandé des matériaux moins chers et plus faibles, puis s'était opposé au contrôle de sécurité même qui aurait exposé sa tromperie. C'était ça. C'était la preuve. C'était l'arme. Mon chagrin, qui avait été une douleur sourde pendant 20 ans, était maintenant aiguisé en une lame. Ma vengeance ne consisterait pas seulement à reprendre ma maison ou l'héritage de mon père. Elle consisterait à prendre la liberté d'Auguste. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités alimentées à la caféine. Auguste envoya quelques textos secs demandant quand je quitterais la propriété. Je les ignorais. Laissez-le s'interroger. Laissez-le devenir anxieux. La peur de l'inconnu serait son premier avant-goût de l'impuissance qu'il m'avait infligée. Je savais que je ne pouvais pas faire cela seul. J'avais besoin d'un avocat, mais pas l'un des requins du monde d'Auguste, des hommes en costume à $1000 qui échangeaient des faveurs lors de dîners d'affaires. J'avais besoin de quelqu'un d'affamé, quelqu'un qui voyait le monde en noir et blanc, le bien et le mal. Je le trouvai par le biais d'un service d'aide juridique. Il s'appelait Ben Carter, et son bureau était un espace exigu et encombré au-dessus d'une boulangerie, à des années-lumière des tours de verre étincelantes où Auguste menait ses affaires. Ben était jeune, peut-être 30 ans, avec des yeux fatigués qui en avaient trop vu, et un costume froissé qui avait connu des jours meilleurs. Il me regarda, assise de l'autre côté de son bureau encombré, et je pouvais voir le scepticisme dans ses yeux. Une femme riche d'un appartement terrasse criant à l'injustice. Madame Thorne, commença-t-il d'une voix lasse, les divorces dans votre monde peuvent être conflictuels. Si cela concerne l'obtention d'un règlement plus important. Il ne s'agit pas du règlement, le coupez-je, la voix sèche. Je poussai le portfolio en cuir sur le bureau. Il s'agit de ceci. Il l'ouvrit, les sourcils se haussant légèrement devant la qualité des dessins. Il tourna les pages, son expression passant du professionnalisme détaché à une attention captivée. C'était un homme intelligent. Il le vit immédiatement. Il compara les dates sur les croquis de mon père avec les dates d'achèvement des bâtiments les plus célèbres d'Auguste. C'est une collection remarquable, dit-il, sa voix maintenant teintée d'intrigue. Mais prouver le vol de propriété intellectuelle après 20 ans est une bataille difficile. Votre mari prétendra à une collaboration, à une inspiration. Je sais, dis-je. Je fis glisser la facture jaunie et le carnet de poche de mon père sur le bureau. Mais il ne s'agit plus seulement des bâtiments. Il s'agit de la façon dont il a eu la chance de les construire. Ben lut la note dans le journal. Puis il examina la facture, ses yeux fatigués s'écarquillant. Il regarda les papiers, puis de nouveau vers moi, et pour la première fois, il ne me vit pas comme une mondaine bafouée, mais comme une fille en quête de justice. Une gravité silencieuse et dangereuse s'installa dans le petit bureau. De l'acier de grade B pour un échafaudage de soutien principal, murmura-t-il plus pour lui-même que pour moi. Ce n'est pas seulement prendre des raccourcis. C'est de la négligence criminelle. Je pense que c'était plus que de la négligence, dis-je, ma voix froide. Je pense que c'était une opportunité. Ben se pencha en arrière dans sa chaise qui grinçait, fixant les documents comme s'ils étaient vivants, comme des grenades. Si nous pouvons prouver qu'il a sciemment et volontairement utilisé des matériaux de qualité inférieure qui ont directement conduit à la mort de votre père, nous pourrions demander au procureur de rouvrir l'affaire. Cela passe d'un procès civil à une enquête criminelle.
Homicide involontaire, au minimum. Une satisfaction sinistre s'installa dans mon estomac. Bien, fut tout ce que je dis. Notre stratégie était double. Ben commencerait le processus juridique, déposant discrètement des requêtes et préparant un dossier à présenter au bureau du procureur. Mon travail était plus subtil, plus insidieux. J'allais devenir le fantôme dans la machine d'Auguste, la force invisible qui démantèlerait son empire de l'intérieur. Je commençais par sa société, Thorn Architecture. J'avais encore un petit nombre d'actions dans la société provenant de l'héritage, pas assez pour avoir un réel pouvoir, mais assez pour me donner accès aux rapports d'actionnaires et aux communications internes. Je passais mes nuits à éplucher les états financiers, les propositions de projets et les briefings aux investisseurs. Auguste gérait ses affaires comme il gérait sa vie, avec un vernis de perfection cachant un noyau pourri. Il était surendetté, avec d'énormes prêts contractés contre les revenus projetés de son nouveau projet phare, la Tour Phoenix, un gratte-ciel qui devait être le plus haut de la côte ouest. C'était son couronnement, et ce serait son tombeau. En utilisant une adresse électronique anonyme et un téléphone prépayé, je commençais à divulguer des informations, non pas à la presse, ce qui aurait été trop bruyant, trop évident. Je les envoyais aux personnes qui comptaient, les investisseurs. Un seul courriel crypté au principal fonds spéculatif soutenant la Tour Phoenix, contenant une copie numérisée du dessin original de mon père pour une tour étonnamment similaire mais structurellement supérieure. L'objet était simple, vérification préalable. Un autre courriel à un membre du conseil d'administration notoirement scrupuleux de son deuxième plus grand prêteur. Celui-ci contenait l'historique d'Auguste en matière de réduction des coûts sur les matériaux, faisant subtilement référence à des projets passés où des inspecteurs de sécurité avaient été persuadés d'approuver des travaux douteux. Je n'avais pas besoin de fournir de preuves tangibles, juste la graine du doute. Les hommes qui jouaient avec des milliards de dollars étaient notoirement réfractaires au risque. Puis je tournai mon attention vers Marilyn. Elle était la gardienne du monde social et financier d'Auguste, une araignée venimeuse assise au centre d'une toile d'influence. Elle contrôlait les nominations au conseil d'administration, présidait les œuvres de bienfaisance les plus puissantes de la ville et maniait les ragots comme une arme. Elle avait été mon tourment pendant 20 ans, ses insultes à voix basse et ses compliments détournés conçus pour éroder ma confiance, pour me faire sentir petite et indigne de son précieux fils. Je me souvins de quelque chose qu'elle avait dit des années auparavant lors d'un dîner, se vantant de la longue histoire de sa famille dans la ville. La famille Thorn construit cette ville depuis 100 ans, avait-elle pontifié. Nos racines sont profondes. Je commençais à creuser, non pas dans les racines d'Auguste, mais dans les siennes. Son nom de jeune fille était Prescott. Je passais des jours dans les archives de la ville, parcourant des microfiches de vieux journaux et de registres de propriété. Pour une famille aux racines si profondes, leur histoire était étonnamment trouble. Et puis je le trouvais. Une série d'articles des années 1950 sur un énorme scandale de construction et de zonage. Un certain nombre de fonctionnaires municipaux furent inculpés pour avoir accepté des pots de vin afin de rezoner des zones résidentielles pour un développement commercial lucratif. Des quartiers entiers furent rasés. Le cerveau derrière le stratagème, un promoteur qui s'en était tiré indemne en utilisant ses relations politiques pour éviter l'inculpation, était un homme nommé Charles Prescott, le père de Marilyn. Le scandale avait ruiné des centaines de familles, mais les Prescott en étaient sortis plus riches que jamais. Ils avaient bâti leur fortune sur les décombres de la vie des autres. C'était l'entreprise familiale. Je compris l'obsession de Marilyn pour le succès d'Auguste. Il ne s'agissait pas seulement de fierté maternelle. Il s'agissait de perpétuer l'héritage familial d'acquisition de pouvoir et de richesse, quel qu'en soit le coût humain. Sa complicité dans la cruauté d'Auguste n'était pas passive. Elle était ancrée, héritée. Elle n'était pas seulement sa mère, elle était son mentor. Je trouvai une liste des familles qui avaient perdu leur maison dans le scandale Prescott. Beaucoup avaient déménagé, mais quelques-unes étaient encore en ville, leurs noms oubliés par l'histoire. Je trouvai le petit-fils de l'une de ces familles, un journaliste d'une petite publication en ligne indépendante connue pour son travail d'investigation. Je lui envoyai un colis anonyme. Il contenait toutes les preuves de l'ancien scandale ainsi qu'une simple note dactylographiée, les racines d'un arbre empoisonné ne portent jamais de bons fruits. Il est temps de regarder ce qui a poussé de l'héritage de Charles Prescott. Commencer par Thorn Architecture. J'avais planté les graines. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre qu'elles poussent. L'appartement terrasse n'était plus une cage. C'était ma salle de guerre. Et de ses fenêtres, je regardais la ville,
attendant les premières secousses du tremblement de terre que je venais de déclencher. Une semaine plus tard, la première secousse frappa. Je buvais mon café du matin lorsque mon téléphone vibra avec une alerte d'actualité. Le projet de la tour Phoenix de Thorn Architecture fait face à un examen minutieux des investisseurs sur fond d'allégations de plagiat. L'article était vague, citant des sources anonymes et des rumeurs non confirmées sur les origines du design du projet, mais c'était suffisant. L'action de la société d'Auguste, qui était cotée en bourse, chuta de 5%. Une petite secousse, mais le sismographe était actif. Auguste appela, sa voix une tempête furieuse. « Que as-tu fait, Virginia ? C'est toi qui divulgues ces absurdités à la presse. » « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, Auguste, » répondis-je, ma voix un lac placide. « Peut-être que tes investisseurs prennent simplement peur. C'est un marché volatile. »« Ne joue pas à l'idiote avec moi, » rugit-il. « Ça porte ta signature. C'est à propos de l'appartement, n'est-ce pas ? Tu essaies de me faire chanter pour que je te laisse rester. » C'était stupéfiant, son narcissisme. Il ne pouvait pas concevoir un motif au-delà de ses propres désirs immédiats. Il pensait que c'était une querelle mesquine pour une propriété. Il n'avait aucune idée que je menais une guerre pour l'âme de mon père. « Je ne suis pas celle qui doit s'inquiéter d'un endroit où vivre, Auguste, dis-je calmement, et je raccrochai. La secousse suivante arriva 2 jours plus tard, et elle visait directement Marilyn. La publication en ligne publia un long article de fond intitulé « La fondation des mensonges, comment la dynastie Prescott-Thorn a été bâtie sur un passé volé ». L'article détaillait minutieusement le scandale de zonage des années 1950, reliant directement le père de Marilyn aux familles qui avaient été déplacées. Puis il pivotait, établissant un parallèle avec les allégations actuelles tourbillonnant autour de Thorn Architecture, suggérant un modèle de pratique prédatrice transmise d'une génération à l'autre. L'histoire fit l'effet d'une bombe dans notre petit cercle social bavard. La position de Marilyn en tant que boussole morale et caritative de la ville fut instantanément compromise. Le président du conseil d'administration du musée convoqua une réunion d'urgence. Les donateurs de ses œuvres de bienfaisance préférées commencèrent à poser des questions embarrassantes. La toile qu'elle avait si soigneusement tissée pendant des décennies commençait à se défaire. Elle arriva à l'appartement terrasse cet après-midi-là, sans prévenir. Elle utilisa sa propre clé, une violation qui provoqua une secousse de colère en moi. Elle me trouva dans le bureau de mon père, le portfolio de ses dessins originaux étalé sur la table à dessin. Elle ne ressemblait pas au prédateur triomphant de la fête. Son visage était pâle, son rouge à lèvres parfaitement appliqué une estafilade de rouge sur sa peau cendrée. Ses yeux, habituellement si vifs et moqueurs, étaient écarquillés par une peur qu'elle ne pouvait dissimuler. « Que signifie tout cela, Virginia » exigea-t-elle, sa voix un sifflement bas. Elle agita son téléphone, l'article scandaleux affiché à l'écran. « Cette saleté, ces mensonges sur mon père. »« La vérité est rarement propre, Marilyn, dis-je sans lever les yeux des dessins. »« C'est toi qui as fait ça » accusa-t-elle en s'avançant dans la pièce. Ses yeux tombèrent sur les dessins, et elle se figea. Elle les reconnut. Bien sûr, qu'elle les reconnut. Elle les avait vus dans le bureau de mon père d'innombrables fois, à l'époque où elle et Auguste venaient dîner, leur sourire dégoulinant de fausse affection. « Tu essaies de détruire mon fils » murmura-t-elle, l'accusation maintenant teintée d'une note de supplication. « Après tout ce qu'il a fait pour toi. Il t'a donné cette vie. » Je levai enfin les yeux. Mon regard était aussi froid et dur que l'acier qui aurait dû se trouver dans cet échafaudage. Cette vie, cette cage dorée. Cette vie a été achetée avec le génie de mon père et payée avec son sang. Tu savais. Tu as toujours su. Son sang-froid se brisa. Je savais que ton père était un rêveur et que mon fils est un homme d'action. Auguste a pris ses idées et les a rendues réelles. Il a bâti un empire. Qu'est-ce que ton père en aurait fait? Les aurait laissés prendre la poussière dans un tiroir? Il les aurait construits avec intégrité, répliquai-je. Il n'aurait pas pris de raccourcis. Il n'aurait pas utilisé de matériaux bon marché pour économiser quelques dollars, sachant que cela pourrait coûter des vies. Je vis une lueur de quelque chose dans ses yeux. Un souvenir. Un éclair de culpabilité pur et sans mélange. L'accident, souffla-t-elle, sa main volant à sa gorge. Tu ne peux pas, Auguste n'aurait pas. N'aurait-il pas? Je me levai, contournant le bureau jusqu'à me tenir juste en face d'elle. C'était une grande femme, mais à ce moment-là, elle sembla rétrécir.
Il était là, Marilyn. Il savait que l'échafaudage était défectueux. Mon père l'a écrit dans son journal. Auguste s'inquiétait des retards, des coups. Il voulait avancer. Dis-moi, t'a-t-il appelé ce jour-là? Après que c'est arrivé? Qu'est-ce qu'il a dit? Son visage était une toile d'horreur. Je pouvais voir le souvenir se dérouler derrière ses yeux, l'appel téléphonique frénétique, la terrible confession d'un fils à sa mère, le secret qu'elle l'avait aidé à garder enterré pendant 20 ans. Il était affligé, balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Il a dit que c'était un terrible, terrible accident. Tu es une mauvaise menteuse, Marilyn, dis-je doucement. Tu l'as toujours été. Tu mens avec ton sourire, avec tes compliments, mais tes yeux. Tes yeux disent toujours la vérité. Tu savais qu'il était responsable. Peut-être que tu ne connaissais pas tous les détails, mais tu savais que son ambition, son insouciance, avait conduit à la mort de mon père. Et tu l'as aidé à étouffer l'affaire. Tu l'as aidé à construire sa nouvelle vie sur la tombe de mon père. Elle recula en trébuchant, heurtant une étagère. Une photo encadrée tomba au sol, le verre se brisant. C'était une photo d'un jeune Auguste et de moi le jour de notre mariage, heureux, naïf, condamné. Tu dois arrêter ça, plaida-t-elle, le dernier de son autorité ayant disparu, remplacé par un désespoir brut. Tu vas le ruiner. Tu vas tout ruiner. Il est déjà ruiné, dis-je, ma voix dénuée de toute émotion. Il s'est ruiné lui-même il y a 20 ans, et tu l'as aidé à balayer les preuves sous le tapis. Mais ce qu'il y a avec la vérité, Marilyn, c'est qu'elle ne se décompose pas. Elle attend. Et sa patience est à bout. Je me penchai et ramassai le cadre brisé. Je retirai soigneusement la photographie de notre jour de mariage, un jour qui semblait maintenant une scène de la vie de quelqu'un d'autre. Je la déchirai en deux, le son du papier qui se déchire anormalement fort dans la pièce silencieuse. Je laissai tomber les 2 morceaux à ses pieds. Sors de ma maison, dis-je, ma voix un ordre bas. Elle me fixa, la bouche s'ouvrant et se fermant, mais aucun son n'en sortit. Le serpent avait perdu son venin. Elle se tourna et s'enfuit, laissant derrière elle le verre brisé et les 2 moitiés d'un mensonge. L'air dans le bureau semblait plus pur, plus léger. J'avais affronté l'un des monstres, et maintenant il n'en restait plus qu'un. La ville était sur les nerfs. Les scandales jumeaux, les murmures de plagiat et le fantôme ressuscité de la conspiration de zonage des Prescott avaient créé la tempête parfaite. Le monde d'Auguste, autrefois une forteresse d'acier et de verre, commençait à montrer des fissures sous la pression. Les investisseurs exigeaient des audits. Les membres du conseil d'administration appelaient à la transparence. Le projet de la Tour Phoenix, son magnum opus, était bloqué indéfiniment. Ben Carter m'appela. Le bureau du procureur est intéressé, dit-il, sa voix tendue d'une énergie nerveuse. La facture pour l'acier de qualité inférieure est une preuve irréfutable. Ils ouvrent une enquête préliminaire sur la mort de votre père. C'est officieux pour l'instant, mais ils prennent ça au sérieux. Une vague de victoire froide m'envahit. Ça arrivait. Les rouages de la justice, rouillés par 20 ans d'inutilisation, commençaient à tourner. Auguste, pendant ce temps, devenait de plus en plus déséquilibré. Il laissa une série de messages vocaux furieux et décousus sur mon téléphone, alternant entre les menaces et les supplications pathétiques pour que je revienne à la raison. C'était un animal acculé, et il était sur le point de faire quelque chose de stupide. Il le fit. Il convoqua une conférence de presse. C'était une manœuvre désespérée et arrogante. Il avait l'intention de prendre les devants, de se peindre comme la victime d'une campagne de diffamation orchestrée par une ex-femme amère et vengeresse. Je la regardais en direct sur mon ordinateur portable, assise au bureau de mon père, ses dessins étalés devant moi comme une carte de bataille. Auguste se tenait à un pupitre, une batterie de microphones devant lui, le visage pâle et tendu. Sa nouvelle petite amie, Chloé, se tenait à quelques mètres derrière lui, un cerf ébloui par les phares, semblant complètement dépassé par les événements. Marilyn n'était nulle part en vue. Ces dernières semaines, ma famille et ma société ont été la cible d'attaques sans fondement et malveillantes, commença-t-il, sa voix tentant un ton de dignité blessée. Ces rumeurs, diffusées par des lâches anonymes, sont conçues pour saper le travail de ma vie. Ce sont des mensonges tissés par quelqu'un qui souhaite me voir échouer. Il continua, niant tout. Il affirma que les dessins étaient les siens, que sa collaboration avec mon père était l'un de ses plus chers souvenirs. Il rejeta l'histoire sur le père de Marilyn comme de l'histoire ancienne,
sans rapport avec ses affaires. Et je crois connaître la source de ces attaques, dit-il, ses yeux trouvant la caméra comme s'il pouvait me voir à travers l'écran. Ma femme, Virginia, dont je suis séparé, est mécontente de notre procédure de divorce. C'est une femme vindicative qui tente de m'extorquer un règlement plus important en détruisant ma réputation. Il essayait de me faire passer pour une femme avide et bafouée. C'était le plus vieux tour du monde, mais j'en avais un plus vieux, la vérité. Pendant qu'il parlait, Ben remettait en main propre un colis au détective principal chargé de l'affaire nouvellement rouverte. Il contenait une copie certifiée conforme du journal de mon père, la facture originale et une chronologie détaillée des événements. Il livra également un colis identique au journaliste d'investigation le plus tenace du plus grand journal de la ville. Alors que la conférence de presse d'Auguste atteignait son apogée d'apitoiement, le téléphone du journaliste vibra, puis un autre. Des alertes d'actualité commencèrent à se propager dans la pièce. Les journalistes se mirent à murmurer, regardant leur téléphone, puis de nouveau Auguste avec de nouveaux yeux de prédateur. La première question vint de la journaliste que j'avais ciblée. « Monsieur Thorne », lança-t-elle d'une voix sèche, « vous prétendez que ce sont des attaques sans fondement, mais nous avons reçu des documents, y compris une facture signée par vous, montrant que vous avez approuvé l'achat d'acier de qualité inférieure, non structurel, pour l'échafaudage qui s'est effondré et a tué Julian Croft. Pouvez-vous commenter cela ?» Le sang quitta le visage d'Auguste. Il fut pris au dépourvu. Son récit soigneusement construit s'effondra en un instant. C'est absurde, balbutia-t-il. Ces documents sont. Ce doivent être des faux. Nous avons également reçu des extraits du journal personnel de Monsieur Croft, cria un autre journaliste. Datés de la veille de sa mort, dans lesquels il déclare que vous vous êtes disputé avec lui sur le coup et la nécessité des contrôles de sécurité sur ce même échafaudage. Est-ce aussi un faux? Auguste fixa la mer de journalistes, la bouche s'ouvrant et se fermant. L'architecte charmant et puissant avait disparu. À sa place se trouvait un homme coupable, nu et exposé sous l'éblouissement brutal des lumières. Chloé le regarda, son expression un mélange de confusion et d'horreur, réalisant enfin qu'elle avait attaché son chariot à une étoile filante. Il ne put répondre. Il resta là, sans voix, alors que les questions pleuvaient sur lui comme des coups de marteau. Il était entré dans son propre procès, et le verdict était rendu en direct pour que toute la ville le voie. Il se tourna et quitta le pupitre, bousculant ses assistants, les journalistes l'essaimant. Je fermai mon ordinateur portable. Un silence profond et tranquille emplit le bureau. Ce n'était pas le frisson étourdissant de la victoire. C'était un sentiment plus lourd, plus sombre. Le sentiment d'un poids ancien et terrible enfin levé. L'effondrement n'était plus calculé. Il était en chute libre. Et je savais exactement où Auguste atterrirait. Il vint cette nuit-là. Je savais qu'il viendrait. Je l'attendais. L'appartement terrasse était sombre, à l'exception d'une seule lampe éclairant la table à dessin dans le bureau de mon père. J'avais disposé les dessins originaux de la tour Thorne sur sa surface, un témoignage silencieux de sa fraude monumentale. Le bruit de la porte d'entrée forcée résonna dans l'appartement, suivi de ses pas lourds et frénétiques. Il entra en trombe dans le bureau, les cheveux en désordre, les yeux fous de désespoir. Il ressemblait à un roi dont le royaume venait de brûler jusqu'aux fondations. « Toi, siffla-t-il, sa voix un murmure brut et rauque. C'est toi qui as fait ça. Tu m'as ruiné. Tu étais déjà ruiné, Auguste, dis-je, ma voix calme. Tu as été ruiné au moment où tu as décidé que ton ambition valait plus que la vie d'un homme. La vie de mon père. C'était un accident, hurla-t-il, son sang-froid complètement disparu. Il se jeta en avant, balayant la table à dessin de son bras. Les dessins inestimables flottèrent jusqu'au sol comme des feuilles mortes. Un accident tragique et inévitable. Était-ce un accident quand tu as commandé l'acier moins cher, demandai-je, ma voix ne s'élevant jamais. Était-ce un accident quand tu as ignoré l'avertissement du fournisseur? Était-ce un accident quand tu t'es disputé avec mon père, lui disant qu'un contrôle de sécurité était une perte d'argent? Chaque question était un clou dans son cercueil. Il me fixa, la poitrine haletante. Les mensonges qu'il avait racontés pendant 20 ans avaient disparu. Il n'y avait que la vérité nue et laide entre nous. Il me freinait, avoua-t-il finalement, les mots arrachés de lui. C'était un génie, oui, mais il n'avait aucune vision pour l'avenir. Il voulait construire des monuments, pas une entreprise.
Il aurait bricolé ses dessins pour toujours, sans jamais poser la première pierre. Je les ai rendus réels. J'ai bâti un empire à partir de ces gribouillis. Et tout ce que cela a coûté, c'est tout, dis-je doucement. Je t'ai tout donné, rugit-il en pointant un doigt tremblant vers moi. Cette vie, les fêtes, le respect. Je t'ai tout donné. Tu m'as donné une cage, répliquai-je en m'avançant vers lui. Tu as pris mon chagrin et l'as utilisé pour me piéger. Tu m'as épousé pour faire taire toute question, pour posséder l'héritage de mon père ainsi que sa fille. Tu m'as diminué, rabaissé, fait sentir petite, pour que je n'aie jamais la confiance de regarder de trop près l'homme que tu étais vraiment. Mais tu as fait une erreur, Auguste. Tu t'es mis à l'aise. Tu pensais qu'après 20 ans, la femme que tu avais épousée avait disparu pour de bon. Tu pensais qu'elle pleurerait et disparaîtrait. Son visage se déforma, un masque de rage et d'apitoiement. Je t'aimais, Virginia. Les mots étaient si obscènes, si totalement faux que je ris. C'était un rire plein et authentique, et le son de celui-ci sembla le choquer plus que ma colère. Non, tu ne m'aimais pas, dis-je, le dernier de mon rire s'éteignant. Tu aimais l'idée de moi, la fille de Julian Croft, l'épouse parfaite, silencieuse et respectable qui légitimait ton trône volé. Tu ne connais rien à l'amour. L'amour ne rejette pas quelqu'un après 20 ans parce qu'il n'est plus nouveau. L'amour n'humilie pas, et il ne trahit pas. Il n'eut aucune réponse à cela. Il se contenta de fixer les dessins sur le sol, les symboles de son ascension et de sa chute. Il rouvre l'affaire, lui dis-je, la voix plate. La police, le procureur. C'est fini. Le combat le quitta. Ses épaules s'affaissèrent. La rage sauvage dans ses yeux fut remplacée par une terreur creuse et vide. Il comprit enfin. Il ne s'agissait pas de divorce, d'argent ou de propriété. Il s'agissait de justice, du genre qui ne pouvait être ni acheté ni intimidé. « Que veux-tu, Virginia » murmura-t-il, la voix brisée. « Dis-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Je regardais cet homme, cet étranger avec qui j'avais partagé un lit pendant 2 décennies. Je ne ressentis rien. Pas de haine, pas de pitié, juste un vaste espace vide où se trouvait autrefois une vie. « Je veux retrouver mon père » dis-je, ma voix se brisant pour la première fois. Je veux récupérer les 20 ans que tu m'as volés. Les années que j'ai passées à aimer un fantôme et à vivre un mensonge. Mais puisque tu ne peux pas me donner ça, je me contenterai de te regarder payer pour ce que tu as fait. Comme par un signal, le son des sirènes commença à monter de la rue en dessous, se rapprochant de plus en plus. Des lumières rouges et bleues clignotèrent contre les fenêtres, peignant la pièce de couleurs stroboscopiques. Auguste les entendit. Sa tête se releva brusquement, ses yeux écarquillés de panique. Il me regarda, puis la porte, comme un rat acculé cherchant une issue qui n'existait pas. « Tu les as appelés » souffla-t-il. « Je n'ai pas eu besoin de le faire, dis-je. La vérité a une façon de faire son propre bruit. » Un coup ferme et lourd retentit à la porte. « Monsieur Thorne, c'est la police. Nous avons un mandat. Ouvrez la porte. » Il me regarda une dernière fois, son visage une ruine d'incrédulité et de désespoir. Il avait été si sûr de son pouvoir, si certain de son monde. Et à la fin, tout avait été renversé par quelques morceaux de papier et une femme qu'il avait depuis longtemps déclassée. Je ne regardais pas pendant qu'il l'emmenait. Je n'en avais pas besoin. Je tournai le dos et commençai à ramasser les dessins de mon père sur le sol, un par un, en lissant soigneusement les plis. Mes mains étaient stables. Les fantômes dans la pièce étaient enfin silencieux. La maison était de nouveau à moi.